ce nouvel retour d'expérience qu'on vous propose sur une visite de certification réalisée au mois d'octobre du SMR, donc les abeilles de Biastre. Un grand merci à Madame Matuszewski d'avoir accepté du coup de nous faire ce retour d'expérience ce matin. Juste avant de commencer, quelques consignes. N'hésitez pas à couper vos micros pour éviter les interférences, mais laissez vos caméras allumées, c'est plus sympa pour nous voilà, d'avoir des écrans de voir vos visages et non des écrans noirs. Si vous souhaitez prendre la parole, il y a la petite main levée, c'est noté lever la main. Vous pouvez euh, voilà, nous indiquer que vous souhaitez prendre la parole ou sinon, voilà, j'ai mis une petite, voilà, sur le chat, on a mis un petit peu, on a mis un petit mot. Bonjour à tous, vous pouvez nous écrire également via le chat. Il y a le support qui vous sera envoyé par mail et le webinaire qui est enregistré et du coup qui sera disponible en replay. Vous le recevrez du coup par mail. Et du coup, encore un grand merci Madame Matuszewski. Je lui laisse la parole pour le retour d'expérience. Merci Laurine. Donc bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui puisque la SRA m'a sollicité pour faire un retour d'expérience sur cette certification qu'on a vécue en octobre 2025. C'est avec plaisir que je vous fais une restitution d'une certif qui date un petit peu, mais dont on a eu les résultats quand même aussi assez tardivement. Les délais de 4 mois étaient largement dépassés puisqu'on a eu le rapport de certification et la réponse à cette visite en mars 2026. Donc, pour situer l'établissement, donc on est un établissement de santé privé à but non lucratif, association loi 1901, donc établissement de la date qui porte à la fois des établissements médico-sociaux et des établissements sanitaires. Sur le champ sanitaire, la DAPT ne porte que des établissements de soins médicaux et de réadaptation. Notre dernière autorisation date de 2025. Dans le cadre de la réforme des SMR, on a redéposé nos dossiers et on est autorisé pour soins médicaux et de réadaptation sur la mention polyvalent exclusivement. Donc, on a une seule activité sur notre établissement pour 72 lits et places. Désormais autorisé sur l'hospitalisation complète et l'hospitalisation à temps partiel. Notre spécificité, c'est aussi nos lits de soins palliatifs, hein, donc 3 lits identifiés dans nos lits de SMR. À ce jour, l'hospitalisation temps partiel, hospitalisation de jour n'est pas développée. Elle le sera probablement au cours de l'année 2026. Pour accompagner les patients qui arrivent chez nous, on a une équipe qui est composée de 75 ETP, donc ça reste un organigramme. Un établissement à taille humaine avec aussi une gouvernance de petite taille. Donc moi, j'en suis la directrice de l'établissement. Je suis accompagnée de 2 cadres de santé, d'un président de CME et d'une responsable qualité. L'ensemble des fonctions support est porté par l'ADAPT. L'établissement est situé en milieu rural sur le territoire du Cambrésis. On a un cadre qui est plutôt agréable pour les patients qui viennent en séjour chez nous avec un séjour d'une durée moyenne de 37 jours. Plutôt orienté de par la situation géographique de l'établissement sur le champ de la gériatrie, bien que pas autorisé de façon spécifique sur la gériatrie. Voilà pour la présentation de l'établissement. Donc, la préparation de cette certification. Donc, il faut savoir qu'au départ, l'établissement Briat, c'est un établissement qui n'est pas certifié. Donc, avec une précédente visite qui datait de 2023, donc octobre 2023. Sur les éléments de contexte, on avait présenté une visite de certification commune avec un établissement pédiatrique de l'ADAPT et du secteur du Cambrésis, ce qui nous a valu une visite qui n'a pas été satisfaisante. Et voilà, donc on n'était pas à l'attendu sur le précédent référentiel, mais aussi pour beaucoup d'éléments de contexte. On a donc été accompagné par la SRA et on a d'emblée fait le choix de séparer nos 2 établissements pour les prochaines visites de certification. Moi, j'ai sollicité l'HAS pour la voir le plus vite possible, la visite, sachant qu'elle est a priori programmée à 2 ans après la restitution et la non-certification, avec la possibilité de la passer à 18 mois. Donc, nous, on a demandé de la passer à 18 mois. Donc, ce qui nous a valu, du coup, cette nouvelle visite en octobre, pile 2 ans après la précédente visite. Donc, ça a été quand même un travail voilà, avec une grosse intensité qu'on avait démarré forcément dès la précédente visite, mais surtout sur cette dernière année où vraiment les équipes se sont fortement mobilisées. La SRA est intervenue dans l'établissement à partir de juillet 2024 et cependant une année à l'occasion de 8 journées d'accompagnement sur site et des échanges intermédiaires. Et ça a été vraiment une plus-value et ça a largement participé à la réussite de cette nouvelle certification.
Ils nous ont accompagnés sur la définition de la stratégie d'établissement et de notre nouvelle politique qualité, voilà, pour avoir quelque chose aussi de plus accessible, de plus compréhensible pour les professionnels. On a retravaillé notre schéma de gouvernance qualité et l'ensemble des instances qui constituent l'établissement. On a redéfini tous les processus sur lesquels il fallait travailler et aussi alléger un pacte qui était relativement lourd et qui était peu lisible. On a aussi, enfin, on a participé, en tout cas les professionnels ont participé à quelques formations proposées par le RSQ sur des thématiques qualité, donc notamment la déclaration des événements indésirables graves et du circuit du médicament. Et ça, c'est aussi un plus dans cette année qui a précédé l'assertif. Beaucoup d'audits sur site sur l'ensemble des critères d'évaluation avec un focus forcément sur les critères impératifs parce que le temps étant compté, en effet, il est difficile pour la SRA d'accompagner l'ensemble des critères. Parallèlement, l'établissement s'est mobilisé en dehors des visites de la SRA. Bien évidemment, il a fallu travailler tous les jours à la mobilisation des professionnels. Donc ça, c'est la gouvernance qui l'a travaillé. On a structuré cette démarche qualité pour en faire vraiment quelque chose de très vivant pour les équipes, vraiment qui est cette acculturation qualité et cette acculturation au nouveau référentiel. On a animé un nouveau copil qualité et expérience patient. On a désigné des pilotes puisque l'ensemble des processus ne pouvait pas être mobilisés et pilotés par la gouvernance. Donc, c'est en ça qu'on a su investir les professionnels. Donc, aussi pilote et copilote parce qu'il est aussi plus simple d'accompagner les processus quand on est en binôme et de pouvoir se soutenir mutuellement. Et beaucoup d'animation de groupes de travail et activation des instances pour répondre à l'ensemble des critères. Voilà, on a reparcouru l'ensemble du référentiel, on les a pris un par un pour pouvoir animer et être à l'attendu de chacun des critères. Sur l'année 2025, donc l'année de la assertif, enfin, on avait 10 mois avant cette visite. Donc, d'emblée, dès janvier, on a travaillé sur un rétro-planning pour mener une auto-évaluation complète selon les méthodes HAS. Donc, ça s'est fait sur l'ensemble du premier semestre 2025. Donc, à la fois des patients traceurs, des traceurs ciblés, d'audit système. De juillet à octobre, forcément, la période estivale est aussi une période sur laquelle on ne peut pas travailler autant que l'on voudrait, mais en tout cas, avec la responsable qualité, il y a une multiplication des entretiens professionnels. C'était vraiment l'idée de coacher au maximum les professionnels sur cette dernière ligne droite et d'être focus sur les critères impératifs pour ne vraiment pas, enfin, voilà, pas faire l'impasse sur aucun d'eux. La responsable qualité a travaillé sur un livret à destination des professionnels et ça, c'était quelque chose qui était attendu des équipes et qui a vraiment rendu service et qui a permis aussi, voilà, par le biais d'approche un peu plus ludique et aussi simplifier cette meilleure appropriation de l'ensemble des critères et des attendus de l'assertif. Et un mois avant cette semaine de certification, on a aussi fait un jour un critère. Voilà, donc vraiment de l'intensité dans le coaching des équipes, de la répétition beaucoup pour pouvoir être un petit peu sur alors pas du par cœur, mais en tout cas du tac au tac sur les questions que pourraient avoir les évaluateurs et essayer de se mettre à la place des professionnels, pouvoir reformuler aussi un certain nombre de critères et puis de l'apprentissage aussi des sigles parce qu'il y a des sigles qui sont aussi des incontournables et qui doivent être maîtrisés par les professionnels. La visite en elle-même, donc elle s'est déroulée, je vous l'ai dit, en octobre 2025. Dès le mois d'avril, on avait la validation de la composition d'équipe d'experts visiteurs avec 2 experts visiteurs nommés. On s'est questionné sur le fait d'avoir un 3e expert visiteur qui serait arrivé après coup, mais en fait, pour l'établissement de Brias, il n'y a eu que 2 experts visiteurs. En septembre, on a reçu le calendrier de visite. Quelques jours après, on a eu cette visio avec la chef de projet HAS, l'expert visiteur coordonnateur, pour valider la proposition de calendrier de visite et de faire les tout derniers ajustements. Et puis éventuellement, pareil, des questions qui étaient un peu restées en suspens sur ce référentiel. Il faut savoir que quand on est passé en octobre, c'était la dernière itération là, du manuel de certif qui venait aussi de sortir. Donc il y avait encore des critères qui pouvaient être flous pour nous.
Le planning de visite, donc quand même assez conséquent malgré la taille de l'établissement. Donc ça nous a valu deux patients traceurs, deux parcours traceurs, cinq traceurs ciblés, neuf audits système et neuf évaluations sur le terrain à l'aide des observations. Concernant les traceurs ciblés, il y a eu un focus fait sur la gestion des événements indésirables graves, un sur la restriction des libertés et les prescriptions de contention, un sur la prévention des infections associées aux soins et deux sur le circuit du médicament des produits de santé, donc produits de santé injectables, non injectables. Sur les deux audits système, donc audit système assez classique, hein, donc cinq rencontres avec la gouvernance, trois rencontres avec les professionnels, une rencontre avec les représentants des usagers. Pour nous, pas de surprise malgré tout sur le planning de visite, mais en effet, c'est un planning quand même relativement dense et qui a mobilisé les pros et la gouvernance vraiment 3 journées pleines. Donc, on a eu le nom des experts visiteurs en avril, donc c'est comme ça qu'on a pu aussi valider leur venue. Donc, expert coordonnateur qui était un directeur d'établissement de santé, directeur d'un centre hospitalier, et le second évaluateur qui était un profil médecin, médecin gériatre, et qui avait aussi la casquette d'expert visiteur numérique de par ses expériences de terrain. D'où le fait qu'on n'ait qu'un seul binôme d'experts visiteurs. La visite a eu lieu du 14 au 17 octobre, soit 4 jours de visite, en présence de ces deux experts visiteurs avec de grandes amplitudes sur leur présence en journée. Voilà, on avait sur les 3 premières journées avant la journée de restitution, leur présence de 8 heures à 20 heures, voire 21 heures, avec des journées très très remplies qui ne laissaient pas la place à l'improvisation. Le déroulement de la visite, donc, je vous ai dit, hein, un calendrier plutôt classique, pas de surprise. Le J1, donc journée d'ouverture, les évaluations des deux patients traceurs faits par l'évaluateur numéro 2, donc évaluateur médecin. Sur le J2, la poursuite de l'ensemble des audits et l'évaluation du risque numérique. Le J3, la suite et fin des audits le matin et une demi-journée dédiée à la consolidation de résultats, de l'apport de preuves, de nouvelles visites dans les services et le J4, bilan de fin de visite avec la gouvernance et la restitution plénière l'après-midi. Sur les parcours traceurs, donc chacun des évaluateurs a fait un parcours traceur. Les parcours retenus de par l'activité d'établissement, donc on a eu un parcours SMR du patient qui arrive en sortie d'hospitalisation, qui fait son séjour en SMR, qui passe par le plateau de rééducation et pour lequel on organise le retour à domicile sur l'hospitalisation complète et donc c'est du sujet adulte. Et le second, plutôt un parcours gériatrique avec quand même une prise en charge palliative qui faisait partie aussi de nos expertises métiers. Donc voilà, transfert d'établissement hospitalier, séjour en hospitalisation complète, prise en charge palliative et décès dans l'établissement, ce qui a valu aussi donc ce parcours jusqu'à la chambre funéraire pour nous. Les professionnels qui ont été rencontrés, alors ce qui a très bien fonctionné, c'est la préparation des professionnels en amont. Donc, encore une fois, hein, aucune impasse sur les critères. Tous les professionnels mobilisés, quelle que soit la fonction, quel que soit le métier, quel que soit le temps de travail. L'anticipation de la composition, dès lors où on a eu le calendrier, les groupes de professionnels ont été constitués pour faire en sorte d'avoir de la représentativité de tous les métiers et d'avoir des professionnels plutôt à l'aise avec l'exercice et dans la compréhension l'enjeu de ces évaluations. On a ajusté les plannings aux besoins. Voilà, on a des plannings qui étaient construits pour avoir des présences dans les services. On les a ajustés au fur et à mesure du calendrier et selon les différents audits qu'il y avait dans les services. On a mis forcément les profils de patients qui avaient les bonnes casquettes. Je pense notamment sur la partie circuit du médicament. Risque infectieux, c'était des professionnels qui avaient été pilotes de processus. On a eu donc la présence de tous ces référents, pilotes de processus et les professionnels engagés dans les groupes de travail. Ce qui fonctionne, donc, c'est cette pluridisciplinarité, hein, de pouvoir en plus du coup rebondir les uns sur les autres quand un n'a pas les réponses, on peut compter sur le collègue qui l'a. Ça a été souligné aussi la présence des équipes de nuit, puisqu'il est plus attendu que les experts visiteurs se déplacent, eux, vers les équipes de nuit. Nous, on a fait l'effort de faire remonter les professionnels, donc infirmiers et soignants qui travaillent la nuit. Ça a été très, très apprécié par les experts visiteurs et la présence du responsable système d'information qui n'est habituellement pas sur site, mais voilà, qui s'est déplacé pour l'audit risque numérique. Et puis la DSI, alors ça, c'était aussi un apport d'expérience pour notre DSI qui venait d'être renouvelé sur le siège de l'ADAPT.
Et donc voilà, le fait d'avoir aussi ces experts du numérique présents, c'est souligné par les experts visiteurs, ça montre aussi l'intérêt qu'on a pour le sujet et l'engagement de l'établissement. Le RSI avait préparé un support de présentation type PowerPoint qui reprenait l'ensemble de la démarche, voilà, de la prise en charge du risque cyber, le risque numérique, et qui permettait de cocher l'ensemble des critères. Et ça, c'est pareil, ça a été très apprécié de l'expert visiteur parce que ça lui a permis de répondre sans même d'avoir à poser des questions. Elle a coché l'ensemble des critères au risque numérique. Les retours des équipes sur ces entretiens professionnels dans le cadre des audits et aussi sur les rencontres dans les services, bah voilà, on est quand même sur une évaluation qui est génératrice de stress, hein. Les équipes veulent que ça fonctionne, veulent réussir ces certifications. Nous, on met forcément aussi un petit peu de pression. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de temps qui est passé auprès des équipes avec des questionnements spontanés, des fois en dehors du critère spécifique. Voilà, il peut y avoir des discussions. Donc, c'est vrai que les premiers échanges sont toujours un peu stressants. Et puis après, ben, une fois qu'on connaît les experts, quand c'est la troisième journée et qu'il y a un petit peu de confiance mutuelle, ça se fait un petit peu plus naturellement. Donc nous, on n'était pas au niveau de la gouvernance présent dans les entretiens professionnels, hein. Donc ça, c'était uniquement l'expert visiteur et les professionnels. Donc ceux-ci nous ont retourné que bah, le déroulé de l'entretien professionnel était fidèle à ce que nous on avait fait en termes de préparation, à l'aide des différents outils qu'avait pu partager la SRA, notamment sur la reformulation des critères et puis les réponses attendues. Pas de questions pièges ou qui les mettent en difficulté, si ce n'est peut-être une question pour laquelle ils n'avaient pas la réponse, mais en tout cas, il n'y a pas eu de mauvaises surprises. Une bonne compréhension et une reformulation de la part des experts visiteurs quand les professionnels n'avaient pas compris la question. Et puis, on avait quand même un expert visiteur et notamment le coordonnateur qui était très, très exigeant et ça a été perçu aussi par les équipes et c'était remonté voilà, avec un sentiment un petit peu d'être mal à l'aise face à quelqu'un de très... euh, très rigoureux, très précis dans les attendus en réponse aux critères. Est-ce qu'il y a, avant de passer au premier résultat, est-ce qu'il y a des questions sur la préparation et l'organisation de la visite, dans le déroulement de la visite? Pas de questions particulières? Ah, je pense que tout le monde attend les résultats. Ah, il y a une C'est main ça. levée. Oui, je voulais savoir si, bonjour Nathalie Martin, je suis cadre sup sur le pôle médecine au GHSC à Seclin et en fait, je voulais savoir si la préparation pour vous a été essentielle et si sans cette préparation, vous pensiez que vous auriez eu les résultats que vous allez nous annoncer. Oui, la préparation, elle est essentielle et c'est pas une préparation de la veille. C'est vraiment quelque chose à anticiper et une année, c'est pas de trop, surtout de là où on venait, hein. Et c'est vrai que je l'ai dit en début, la SRA était un vrai appui pour voilà, nous mettre sur les rails pour comprendre les enjeux de l'assertif, pour avoir la bonne lecture du manuel et des critères. Mais oui, ça a été une préparation très intense, voire limite fatigante et épuisante. Voilà, et après, en effet, on présentera les résultats, mais il aurait été euh, déraisonnable d'en demander plus aux professionnels parce qu'on leur en a demandé énormément. Mais c'était un passage obligé. Pour pouvoir l'avoir. Mais une année, c'est vraiment pas trop, de trop si voilà, on démarre d'une auto-évaluation, on fait un peu le bilan de là où on en est et on trace sa route jusqu'à l'assertif pour ben, corriger les écarts aux attendus de critères et puis aussi rester sur les critères quand on est bien en place, faire en sorte aussi d'y rester. Donc, c'est en ça où c'est difficile. Il ne faut pas faire un focus non plus que sur les critères sur lesquels on a buté ou on a échoué. Il faut aussi garder en tête que tous les critères sont importants et on a pu être au rendez-vous à un moment donné et si on les laisse de côté, bah, être à côté. Donc, voilà, c'est chronophage, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est un passage obligé. Cette certification, elle est vraiment, elle demande du travail. Ça peut pas être du Et, bachotage.
Ouais, et Et c'est vrai que aujourd'hui, vous poursuivez effectivement ce que vous avez déjà mis en place pour la certification. Oui, oui. Alors après, on sait aussi tous que après une certif, il y a toujours un effet soufflé hein, avec la redescente des équipes parce qu'on leur a tellement demandé que nous-mêmes, on souffle un grand coup, surtout quand ça se passe de manière globale bien. Par contre, il faut que ça reste quand même. Alors, il y a des choses qui ont été acquises de cette certif. Il y a des choses, forcément, voilà, le naturel, l'humain revient au galop et il faut toujours faire un petit peu de piqûre de rappel. Et le discours que l'on porte, c'est que le travail que l'on fait maintenant au fil de l'eau, c'est tout ce qu'on n'aura pas à faire sur une prochaine visite. Oui, Et donc, Stéphanie. c'est important de ne pas le perdre. Mélissa, c'est bon pour cet après-midi. Ok, ok. Marine, tu Merci vas pour l'avoir. votre Mélissa retour. se propose Merci, de Mme prendre le Martin. poste du matin. Alors, Euh, c'est vrai que si je peux juste ajouter, c'est qu'on a accompagné du coup les équipes Mm. de Biastre et c'est vrai ils ont été vraiment super et on peut franchement les féliciter. Parce que comme disait Madame Matuszewski, on venait à peu près une fois tous les 2, 3 mois et on voyait vraiment le travail qui était fait entre nos venues et tout le monde s'est mobilisé. Ça a été un an, je pense, vraiment intense pour eux. Donc ouais, ça a demandé vraiment un gros travail de la part de tout l'établissement. Il y avait de la déception, de la frustration et puis Mm. ce sentiment d'injustice. Enfin, quand on n'est pas certifié, forcément, les équipes, elles comprennent pas. Alors après, la précédente itération, la précédente évaluation, elle datait d'avant Covid, donc il s'était passé quand même aussi un certain nombre d'années. Donc voilà, ils étaient pas dans l'exercice comme ils auraient dû, mais ça n'empêche que ça remet quand même toujours en question la qualité du travail que l'on fait. Et c'est vrai que pour les équipes, c'est pas simple. Donc c'est des professionnels qui ont vraiment envie de montrer que le travail qu'ils le font, ils le font qualitativement et pour le bien du patient. Voilà, donc, mais ouais, ils ont été vraiment au rendez-vous de l'attendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au résultat? Oui, donc les résultats, donc ce qui était appréciable, c'est que voilà, à chaque étape de journée, on avait des restitutions exhaustives de la part du coordinateur et ça, voilà, à la fois pour souligner les points forts et les écarts à l'attendu. Donc bon, j'ai pas repris l'ensemble des points forts, j'ai repris l'essentiel, mais sur le chapitre du patient, ont été soulignés la prise en charge de la douleur, l'organisation de la sortie avec cette automatisation de la lettre de liaison de sortie, le consentement libre et éclairé du patient, les questionnaires de satisfaction. Sur l'écart à l'attendu, ça je vous en dirai un petit peu plus juste après, mais voilà, le locaux conformes à la dignité et l'intimité du patient. On a payé un petit peu la vétusté de l'établissement et ça nous a valu beaucoup d'échanges et d'incompréhension aussi avec les experts visiteurs, mais ils sont pas du tout revenus sur leur position. On n'a pas su leur faire changer d'avis, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main et pas la maîtrise, et notamment quand ça dépend du bâti et de l'architecture de l'établissement. L'information sur les représentants des usagers, et ça, c'est vrai, à chaque fois, on a beau mobiliser les représentants d'usagers, faire de l'information au patient. Le patient, il a beaucoup de mal à restituer quand il est en patient traceur et quand il échange avec les experts visiteurs. Les messages de prévention en santé publique, donc ça a été pointé du doigt au décours aussi d'un patient traceur, avec, il aurait été bien de la part du médecin référent de passer un peu plus de messages, notamment sur la question de la vaccination préventive. C'est ce qui a valu cet écart. Et la place des patients partenaires, alors forcément, on ne peut pas mener tous les chantiers de front. Donc, on avait laissé de côté la partie patient expert, patient partenaire, parce que c'est vrai qu'en hospitalisation complète du sujet âgé, il est difficile d'aller sur les proms et les questionnaires et les retours d'expertise patient. Ça le sera peut-être à l'avenir avec l'hospitalisation de jour et l'éducation thérapeutique, mais aujourd'hui, il est clair on avait fait, enfin voilà, on avait laissé de côté ces critères-là. Pour le chapitre équipe de soins, les points forts, la démarche palliative et l'accompagnement du patient, d'autant plus que ça faisait partie d'un des deux parcours traceurs.
Donc ça a été relevé comme point très positif. Les circuits du médicament, donc au niveau de l'établissement de Brias, on n'a pas de PUI internalisé. On travaille avec une convention avec un centre hospitalier du territoire. Et pareil, on a mené un gros travail avec cet établissement partenaire et le circuit du médicament a été souligné comme quelque chose de positif. Sachant que nous, on a trouvé qu'il ne s'était pas trop attardé dans les services et dans l'organisation de nos formations, de nos pharmacies de salles de soins. Les points forts ont été aussi la pertinence des antibiotiques et tout travail qui a été fait par le médecin référent. Les écarts à l'attendu, l'évaluation de la pertinence de l'activité de conciliation médicamenteuse, ça c'est aussi un gros chantier qui reste prioritaire, mais voilà, sur lequel on n'est pas en impératif, donc on le savait aussi qu'on allait certainement buter là-dessus. Logiciel d'aide à l'analyse pharmaceutique, donc ça c'était le bémol dans le cadre de la convention avec cette PUI. On a bien de l'analyse d'ordonnance, on a bien du conseil de pharmacien. Par contre, voilà, il existe des logiciels qui peuvent via le recours à l'IA, aider aussi à cette analyse pharmaceutique. Donc, c'était quelque chose qui a été souligné comme axe d'amélioration. Et l'analyse de la pertinence de l'orientation à la sortie de SMR. Donc voilà, il a été pointé du doigt qu'il serait bien qu'on fasse un peu plus d'échanges avec les partenaires et notamment quand on a de l'organisation de sortie vers des établissements médico-sociaux, de pouvoir se rencontrer avec les établissements médico-sociaux avec lesquels on travaille régulièrement, à minima une fois à l'année pour savoir est-ce que le patient qui est sorti du SMR pour de l'EHPAD par exemple a bien été orienté, est-ce que c'est le bon profil et le bon établissement pour ce patient-là. Et donc, c'était un petit peu ça l'idée de ce conseil. Sur le chapitre établissement, les points forts, déclaration et traitement des FEI, la politique de qualité de vie au travail, la participation à la formation sur le territoire, puisque quand on a des reliquats de place dans nos formations intra, elles ont été partagées avec des partenaires, donc ça c'était souligné comme point fort, et la cartographie des dispositifs médicaux numériques, sachant qu'on est très très peu équipé, il n'y a pas de recours à l'IA sur l'établissement, mais on s'est donné au moins la peine de faire cette cartographie-là et ça a été souligné comme point positif. Les écarts à l'attendu, les rencontres sécurité HAS telles que le définit l'HAS. Donc ça, c'est vrai qu'elles sont inexistantes sur la structure, donc c'est pour nous des actions pour l'année 2026. La formalisation des filières. Ils ont trouvé bien qu'on travaille avec les établissements sanitaires du territoire. Il manquait de formalisation. Pareil, malgré les conventions, voilà, ils voulaient quelque chose d'un peu plus formalisé, avec des rencontres récurrentes, mais on sait tous comme c'est difficile aussi de trouver du temps pour travailler avec des centres hospitaliers quand on a un petit établissement de territoire. Sur la stratégie de développement durable, donc voilà, sur l'enjeu du développement durable et les éco-soins, ça c'était plutôt quand même des axes positifs. Ce qu'il a manqué, c'est le petit bout de travail avec des partenaires territoriaux comme les comités d'agglo. Voilà, il n'y avait pas de travail mené sur le territoire et il n'y a rien qui a été engagé, donc c'était voilà, un des conseils aussi pour l'avenir. Et c'est vrai que parce qu'on a lancé l'audit croisé sur le médicament Mm. et on a des établissements du coup qui n'ont pas de PUI qui sont revenus vers nous. Et c'est vrai que vous êtes un bel exemple parce que du coup votre établissement a une convention donc avec un centre hospitalier du territoire. Et donc voilà, pour vous aider, il y avait également l'Omédit qui était venu faire un audit sur le circuit du médicament pour justement, comme c'était cette spécificité, voir voilà, s'il n'y avait pas de dysfonctionnement à ce Oui. niveau. Alors, cette visite nous a valu des fiches anomalies. Voilà, on aurait bien voulu passer au travers des fiches anomalies sur les critères impératifs, mais ça n'a pas été le cas. Avec des fiches anomalies pour lesquelles, enfin, voilà, il y a eu beaucoup de discussions parce qu'on n'était pas forcément en phase avec les experts visiteurs, mais pour le coup, ils étaient sur leur position. Il a été très, très difficile de leur faire changer d'avis. Donc, voilà, quelque chose qui nous a quand même un peu choqué et qui est toujours pas digéré aujourd'hui. Je peux le dire, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les discussions. Donc, le patient bénéficie du respect de son intimité, de sa dignité au sein d'un environnement sécurisé. Ça nous a valu 5 itérations, mais pour la même observation. C'est-à-dire que les chambres de l'établissement ne sont pas équipées de douche. Chaque chambre a bien un espace cabinet de toilette individuel pour le patient avec lavabo et puis WC, mais pas de douche. Donc, on a une salle de bain à chaque niveau de l'établissement, à chaque palier. Mais pour des raisons techniques, celles-ci, elles étaient mises hors service.
encore une fois, de par la vétusté de l'établissement. Elles n'étaient pas fonctionnelles au moment de la visite. Et donc, ça nous a valu des visites des 2 experts à chaque fois pour aller ouvrir la porte de la salle de bain pour voir si de nouveau elle était fonctionnelle. Et ils ont trouvé que c'était irrespectueux et pas digne pour le patient. Donc voilà, autant vous dire qu'on s'est battu pendant les 3 journées pour faire lever cette fiche anomalie, moyennant des devis, un plan d'investissement qui est prévu, une rénovation programmée, mais voilà, ça a été une fin de non-recevoir. Le patient bénéficie d'une prise en charge bien traitante, donc ça nous a valu aussi une remarque au décours d'un patient traceur. Le patient à qui on a posé la question de savoir est-ce que tous les professionnels présentent leurs fonctions à chaque visite. Le patient, il a pu dire qu'il connaissait, voilà, il a sorti quelques prénoms d'infirmières, d'aides-soignantes, mais il a dit que ce n'était pas tous les professionnels à tous les moments. Donc, comme le critère est assez précis dans son libellé et qu'on avait une exigence de la part de la coordinatrice, tous les mots comptent, et y compris quand c'est des et pas des ou. Et donc là, voilà, c'est pas tous les professionnels qui se présentent à tout moment auprès du patient et ne présentent pas leurs fonctions. L'établissement impulse la culture de la déclaration des événements indésirables, dont les presque accidents. Et donc là, on a de nouveau une itération sur un seul critère, qui est la formation à l'annonce d'un dommage lié aux soins. Donc nous, on pensait que ce critère, il allait passer parce qu'on était parti du principe que les dommages associés aux soins, l'information, elle est faite par les médecins qui, eux, ont un cursus de formation dédié au cours duquel, a priori, on les forme à cette annonce. Et là, encore une fois, le critère dit c'est tous les professionnels qui sont formés à l'annonce d'un dommage lié aux soins. Et nous, IDEAS, ne sont pas formés. Et donc, ça nous a valu cette fiche anomalie. Et pour terminer, l'établissement prévient les transferts évitables des personnes âgées, donc organisation de la télésanté. Et là, encore une fois, on paye des choses qui n'existent pas sur le territoire, c'est-à-dire qu'il est attendu qu'avant de transférer une personne âgée du SMR vers un établissement hospitalier et en vue d'éviter un passage aux urgences, d'avoir recours à de la téléconsultation. Or, les établissements sanitaires du territoire n'ont pas de téléconsultation pour prévenir les passages aux urgences des personnes âgées. Et ça, encore une fois, ça a valu beaucoup, beaucoup d'échanges pour faire tomber la fiche anomalie, mais ça n'a pas été entendu par les experts visiteurs. Voilà, pour les fiches anomalies. Donc des fiches anomalies sur lesquelles on n'était pas forcément, je pense qu'on n'est jamais d'accord avec les fiches anomalies qui tombent, mais là pour le coup, sur lesquelles on a apporté des preuves, on a essayé d'argumenter, mais ça n'a pas été entendu. Alors, à savoir que sur la 3e, pour les formations à l'annonce d'un dommage Oui. lié aux soins, ils vont modifier sur le nouveau référentiel. Parce que là, voilà, ils demandaient à ce que tous les professionnels soient formés, mais ce sera rectifié parce qu'il y a pas mal d'établissements qui se sont fait également retoquer sur ça et qui ont eu des fiches anomalies sur cette formation. Et je pense que sur le tout dernier, c'est pareil, il y a une reformulation qui est prévue et qui devrait pouvoir permettre de le passer plus facilement, ce critère-là. Mais voilà, on est vraiment sur de l'interprétation de critères et de la compréhension qu'on en a à sa lecture. Et voilà, c'est expert visiteur dépendant comme souvent. Parce qu'en plus, moi j'ai une question, parce qu'en plus c'était Oui. octobre, donc c'est vrai que le référentiel il venait de paraître. Oui. Du coup, les experts étaient plutôt à l'aise ou il y avait quand même Ah non, ils n'étaient pas à l'aise. Il y a eu des échanges téléphoniques avec l'HASE directement, D'accord, parce que eux, ils avaient un point de vue qui était celui de déclencher la fiche anomalie parce qu'ils trouvaient qu'on n'était pas à l'attendu du critère. Nous, en face, on a expliqué ce qu'on pouvait expliquer, et donc ça a valu quelques échanges téléphoniques avec l'HAS, mais qui ont confirmé le point de vue des experts. Mais avec aussi un peu en off le fait que ce critère-là, de toute façon, il n'était pas atteint pour beaucoup de visites qui étaient déjà passées depuis septembre. Et la médecin qui elle-même travaillait dans un service de gériatrie a dit, mais même moi, quand mon établissement il va passer là prochainement, je sais que je ne passerai pas ce critère-là. Tel qu'il est inscrit comme ça, je ne le passerai pas. D'accord.
Donc malgré ces fichiers anomalies, bah voilà, on est aujourd'hui certifié. Donc ça c'est bah, une vraie satisfaction pour l'établissement. C'est quand même une reconnaissance du travail qui a été réalisé pendant bah, l'année qui a précédé avec l'accompagnement de la SRA, mais aussi dès lors où la précédente visite s'était passée et plutôt mal passée. Donc voilà, une grande satisfaction, des remerciements aux équipes et puis des félicitations pour le travail accompli. Des scores qui sont bah, aussi bien supérieurs à ce qu'on avait connu sur la précédente certif, avec un manuel plus exigeant et vraiment une visite pas simple, mais une déception sur le chapitre 1. Voilà, toute la partie patient expert, implication des RU, le fait que ça passe en critères standards, bah, ça nous a valu aussi de buter sur ces critères-là. Donc, où on avait sur la précédente certif un chapitre 1 à 92%, on chute à 80%. Donc là, pour le coup, c'est quand même la grosse déception et même l'incompréhension. Euh, pour ce que je peux dire sur les résultats. Donc, ce qui a bien fonctionné, ben, un calendrier qui était bien ficelé, qui a été respecté par les experts. On a tenu les horaires qui étaient fixés. Donc, ça, c'est plutôt aussi facilitant, surtout quand en face on met des professionnels et qu'on organise les plannings en fonction. Les échanges avec l'expert coordonnateur et l'expert évaluateur jusqu'au dernier jour. Alors c'est vrai que on avait bah, voilà, un coordonnateur très exigeant, très rigoureux, mais qui était quand même dans l'écoute et qui a reçu les éléments de preuve que l'on a pu apporter, des fois parce qu'on les avait pas à l'instant au moment de l'audit, et quand on les a apportés, bah, ça a été reçu et ça a été pris en compte. Donc ça, c'était plutôt aussi à souligner de manière positive. L'implication des professionnels de terrain, voilà, ils ont été vraiment au rendez-vous de la certification. Et donc ça, c'est important, c'est même indispensable parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et beaucoup de temps qui se passe sur le terrain. La préparation des entretiens et le choix des professionnels. Et ça, il y a un côté un petit peu stratégie à avoir sur cette préparation de certif. Il ne faut pas y aller de façon naïve. Il faut mettre les professionnels qui sont, alors au-delà de la compétence, en tout cas, qui ont envie que ça se passe bien, qui ont travaillé pour que ça se passe bien, qui ont appris. Et ça, c'est aussi le secret de la réussite. Les points d'étape que l'on a fait chaque jour de cette certif ont été fidèles aux échanges qu'on avait au cours de la journée et on avait une restitution vraiment qui était exhaustive. La coordinatrice nous a dit que bah, voilà, le fait qu'on soit non certifié, c'était pour nous rendre service, qu'elle passait tous les critères à la loupe et ça a été vraiment ça, quoi. C'était tous les critères de la majuscule de début de phrase jusqu'au point en passant par les virgules. Ils ont été épluchés avec bah, des éléments de preuve à mettre en face. Ce qui a bien fonctionné assez facilement, c'est l'évaluation du risque numérique. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas un expert enfin, on avait l'expert numérique qui était la médecin, qui avait sa connaissance quand même bah, de ces critères-là. Mais en tout cas, c'était plutôt assez positif et assez facile pour nous de passer ces critères-là. Les points de difficulté, alors donc les éléments de preuve à fournir, ça, c'était enfin, gigantesque le travail à fournir pendant aussi cette visite de certification, une visite très exigeante, l'accessibilité des preuves. En fait, nous, on s'est rendu compte, et là, c'est quand même la deuxième certif sur lequel on fait un petit peu ce constat-là, c'est que ben, les experts visiteurs, ils ne sont pas autonomes sur la consultation de la JET, sur les documents qu'on leur donne. Malgré tout, l'apport du document papier fonctionne quand même très bien quand il faut apporter un élément de preuve. Donc, ça fait partie des conseils que je donnerais. Alors, sauf si on est aussi très réactif sur la manipulation de la gestion documentaire, mais d'avoir des documents au format papier, ça marche quand même très très bien. Des nouveaux critères non maîtrisés, donc Laurine le disait tout à l'heure, voilà, nouveau référentiel paru en septembre avec une visite en octobre. Les deux experts menaient une visite de certif pour la première fois avec ce référentiel. Donc en effet, ça a valu quelques allers-retours avec l'HAS sur la compréhension et une lecture bah, différente du manuel entre nous, ce qu'on avait compris des critères et eux, ce qu'ils en avaient comme lecture. Des critères qui manquent de clarté et là qui devraient plutôt, bah, en tout cas, être reformulés sur le prochain référentiel. Et tous les mots comptent. Voilà, si c'est et, c'est pas ou. Et ça, notamment sur la pertinence des antibiotiques, il il faut, faut pas faire l'impasse sur le libellé du critère. Les points de difficulté, bah, c'était les points de désaccord sur plusieurs critères qui alors on ne s'est pas fâché, mais en tout cas qui ont vraiment été
un peu en travers, notamment quand on vous dit que les locaux ne respectent pas la dignité du patient. Voilà, c'est un peu difficile à accepter. Les échanges avec les patients sur les parcours, sur les patients traceurs et les parcours patients. Alors c'est vrai que les patients sont plus ou moins préparés, mais on ne sait jamais quel patient va être entendu par l'expert. La parole du patient, elle est prise telle qu'elle est versée par le patient. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas de discussion possible. Si le patient n'a pas été en capacité de répondre, on ne peut pas dire que bah, c'est parce que le patient, il est très très âgé, parce qu'il a du trouble cognitif, parce qu'il est là chez nous depuis 6 mois, il sait peut-être plus ce qu'on lui a dit en début de séjour, ça compte pas. Et les fiches anomalies maintenues malgré les discussions et malgré bah, le fait qu'on ait des positions différentes des experts et la non prise en compte de la taille de l'établissement avec bah, cette rigueur et cette exigence pour un établissement tel que le SMR de Brias qui compte 72 lits d'hospitalisation complète en SMR uniquement. Et on est évalué bah, au même titre qu'un CH qui aurait une armada en gestion qualité. Et donc ça, c'est aussi pas facile, en tout cas fatigant, puisque bah, sur les audits de gouvernance, finalement, c'était quand même toujours les mêmes personnes autour de la table, c'est-à-dire cadre de santé, responsable de qualité, président de CME et moi. Donc bah, voilà, les 3 jours à faire l'ensemble des audits, c'est quand même astreignant. Est-ce qu'il y a des questions? Non, du coup, on va passer aux infos et Alors, ça conseils. n'est que des conseils, en tout cas de la visite que nous on a vécue, mais on sait que toutes les visites sont différentes, que les experts visiteurs sont différents. Enfin voilà, même si c'est le même référentiel pour tout le monde, il peut y avoir des vécus très très différents. Donc, ça n'est que par rapport à notre vécu. À Briastre. Donc, bah, l'impératif, c'est de connaître le référentiel, d'anticiper la visite et de se préparer. Et en effet, une année, c'est pas de trop pour se préparer. Tous les critères comptent. Il ne faut pas faire l'impasse sur un critère parce qu'en effet, ils pèsent tous dans la balance et ils peuvent me permettre de rattraper quand même des scores qui sont des fois difficiles à atteindre. La vigilance sur la gestion documentaire et les éléments de preuve à fournir, il faut vraiment que ce soit très, très riche en éléments de preuve. L'implication des représentants des usagers et des patients, alors c'est surtout des représentants des usagers auprès des patients. On a beau avoir une CDU, on a beau avoir des postes pourvus par les RU, il faut vraiment que les RU viennent dans l'établissement, qu'ils se montrent auprès des patients, qu'ils échangent avec les patients. Sinon, une information dans le livret d'accueil, une information dans la chambre, ça ne suffit pas. Le patient c'est pas faire le lien avec les représentants des usagers. L'implication des professionnels, voilà, du coaching. Alors même si c'est du travail au quotidien, la qualité, il y a quand même cette forme de coaching à avoir euh, en, en amont de la visite et sur les dernières semaines qui arrivent et qui précèdent la visite. Sans quoi, il y a des choses qui s'oublient aujourd'hui. Si on leur repose les questions, ils ont pour la moitié oublié ce qu'on leur a dit. L'évaluation du risque numérique, donc la préparation d'un support PowerPoint, c'est vrai que ça a vraiment été quelque chose de très, très facilitant pour l'expert visiteur. Argumenter et apporter les preuves dès qu'il y a un désaccord ou à l'écart attendu, ça parce que malgré tout, bah, c'est entendu par les experts visiteurs, c'est reçu, c'est pris en compte et ça peut venir changer quand même un critère qui n'était pas validé comme conforme. Apporter la preuve avant qu'il ne parte le soir, bah, ça suffit à le faire valider. Et ça, c'est plutôt aussi appréciable de pouvoir apporter ces preuves qu'on n'a pas à l'instant au moment de l'audit parce qu'on n'y a pas pensé, parce que dans des échanges, ça vient et du coup, de pouvoir le partager. Et donc, avoir aussi en tête qu'une fiche anomalie peut toujours être levée. À l'inverse, ne pas agir et ne pas apporter ces éléments de preuve, bah, ça peut aggraver la fiche anomalie avec le sentiment pour les experts visiteurs bah, qu'on ne fait rien et qu'on ne prend pas en compte leurs conseils et le fait qu'on soit pas à l'attendu. Alors, on a une question dans le chat. Il y a Noël qui a levé la main. Noël, je me permets de juste prendre la question dans le chat. Bonjour, par rapport aux urgences vitales, comment cela a été organisé pour le numéro unique obligatoire pour que cela puisse passer? Alors ça, on l'avait travaillé aussi. C'était passé en première visite de certif avec un numéro unique dans l'établissement pour joindre à la fois les médecins présents et la bascule vers
le SMUR s'il n'y a pas de médecin dans l'établissement. Donc ça, c'était passé en première visite, mais on l'a quand même retravaillé parce que ça avait valu aussi des discussions avec la SRA. Et donc en fait, le process qui existe, c'est un numéro, le 515, avec à la DIMO, c'est écrit sur chacun des DECT, comme ça n'importe quel professionnel n'a qu'à tourner le DECT pour se rappeler du numéro, des affiches un petit peu partout. Le 515 appelle l'ensemble des médecins. Le premier médecin qui répond dans l'établissement présent rejoint le soignant ou en tout cas le service qui en a besoin. Au bout de 4 sonneries, si les médecins présents ou s'il n'y a pas de médecin qui décroche, ça bascule vers le 15. Et ça a bien marché. Merci. Noël? Oui, donc, oui, c'est ça, ça résonne. Ouais, c'est bon. Pardon. En fait, on avait eu comme écho qu'il y avait beaucoup enfin, sur un autre établissement, les experts visiteurs avaient passé beaucoup de temps à étudier les documents qualité avant d'aller rencontrer les équipes pour les audits de système. Vous avez eu Non, il n'y a pas eu d'étude de documents. On a partagé les documents en amont de la visite. À la suite de la visioconférence, en effet, il y avait quelques documents manquants, donc qui ont été transmis à la demande de la coordinatrice. Alors pour le coup, ils ne sont pas venus dans l'ignorance. Ils avaient vraiment pris le temps de regarder l'ensemble des documents qu'on avait partagés en amont de la visite. Par contre, au moment de la visite, ça s'est déroulé selon le calendrier, c'est-à-dire que la visite, c'était 9 heures dans les services. À 9 heures, ils étaient dans les services et les preuves ont été présentées en allant. Merci. Y compris sur le risque numérique. Et il y a une question toujours sur les urgences vitales concernant les exercices de mise en situation. Est-ce que ça a été évalué? Est-ce que vous aviez réalisé des simulations? Déjà, Oui. est-ce que ça a été évalué les... Oui, oui, oui. Alors, exercice de mise en situation, on en a fait 2 l'année qui a précédé la visite de Certif, avec du rétexte de l'exercice, avec de l'émargement, avec un plan d'action qui va bien. Et ça, une fois que vous le présentez, c'est pareil, ça passe. Mais en tout cas, il faut que ça existe. Si ça n'existe pas, là, ça peut pêcher sur le critère impératif. Et est-ce que vous avez réalisé des simulations plan blanc? Oui, ça c'est pareil, c'est un incontournable. La question elle a été posée. On a pu aussi présenter l'ensemble de l'exercice avec le scénario qui avait été construit avec l'équipe, avec la mobilisation de la cellule de crise, avec les émargements qui va bien. Et donc on avait un dossier complet sur cette simulation plan blanc. On était parti sur une TIAC en fait. Parce que c'est pas toujours simple non plus, hein, selon la taille de l'établissement, de trouver le scénario qui va bien, de l'accueil de blessés, de l'accueil de victimes, c'est pas trop ce qui peut arriver. Par contre, on a fait une TIAC parce que il y a eu une anomalie dans la préparation au restaurant, puisque la cuisine elle est centrale. Ça tenait la route. Donc on l'a fait comme ça et c'était une chouette expérience aussi pour les pros parce que enfin, ils ont vraiment été mis en condition avec des messages qui tombaient. On s'est appuyé sur l'exercice qu'on avait fait en risque cyber qui avait été proposé aussi à l'échelle nationale avec une chronologie et un tableau Excel qu'on avait travaillé. Ça a bien marché. Et de quelle manière avez-vous fait participer les représentants des usagers et les professionnels à l'élaboration du plan blanc? Alors, les représentants des usagers n'ont pas travaillé à l'élaboration du plan blanc, ça a été présenté en CDU et c'est là où ça pêche sur l'implication des RU, c'est parce qu'en effet, nous, les RU, sont depuis quelque temps maintenant invités de façon systématique aux instances. Ils viennent ou pas selon leur disponibilité. À l'époque de l'assertif, on n'avait qu'un seul représentant des usagers, donc autant dire que voilà, il ne peut pas être là à tout moment. Donc il y a des choses qu'on a travaillées sans eux, qu'on a partagées systématiquement en CDU quand même, une fois que c'était ficelé, mais ils n'ont pas été forcément dans la construction. Par contre, les pros, oui, on a invité autour de la table les professionnels on avait déjà un plan blanc existant, donc on était plus comme sur de la relecture du plan blanc et puis sur de l'amélioration de celui-ci. Mais le plan blanc a été souligné comme quelque chose aussi, enfin un point fort, parce qu'il était aussi exhaustif dans le fait qu'on ait envisagé l'ensemble des risques. Donc ça nous a pas, enfin on n'a pas eu de difficultés sur la gestion des tensions hospitalières. Ça c'est bien passé aussi. Et ensuite, il y a une question, c'est sur les exigences au niveau de la contention physique. Contention physique, c'est forcément tout ce qui est en lien avec la prescription médicale obligatoire.
la prescription médicale qui doit être révisée, l'évaluation de la contention, la surveillance des pros. Donc nous, enfin tout se fait sur le DPI, hein, on travaille avec Osiris en termes de DPI, et donc on a construit des formulaires qui vont bien. Donc aujourd'hui, on a un formulaire, dès lors que le médecin prescrit la contention, il doit saisir le formulaire, et dans le formulaire, il est repris toutes les recommandations qui vont bien quand on a une prescription de contention, c'est-à-dire est-ce que le patient il est informé, est-ce que l'entourage est informé, quelle est la contention qui est retenue, pour quel motif, quelle est la récurrence de la réévaluation. Et tout patient qui a des barrières ou une ceinture doit avoir la prescription. Et là, c'est pareil. Bon, voilà, c'était un petit peu un cheval de bataille pour relever chaque semaine est-ce qu'on avait bien toutes les prescriptions qui étaient à jour. Et c'était le cas. Donc, il n'y a pas eu d'impasse là-dessus. Ok, c'est vrai qu'il y avait une grosse mobilisation aussi des médecins. Oui, oui. Alors ensuite, il y a une question. Quel est le taux d'alimentation du DMP et les actions d'amélioration mises en place? Alors, taux d'alimentation du DMP, nous, on répond, on a passé toutes les phases du Ségur numérique, hein, donc Open, SunES, Open 2, et voilà, on a toujours été aussi à l'attendu de ce score. Il est de 75% de mémoire sur les derniers relevés que l'on avait. Et il est automatisé en fait. Dès lors où le médecin valide la lettre de liaison, elle alimente le DMP dès lors que le patient il a un DMP. Alors aujourd'hui, tous les patients ils ont un DMP. Mais si le patient il n'est pas sorti suite de décès ou suite d'un départ en urgence, et c'est une sortie ordinaire vers du domicile ou d'établissement médico-social, la lettre de liaison, elle est faite, validée et elle alimente le DMP. Et les actions d'amélioration mises en place, ça a été un des critères sur lesquels on a buté. C'était l'envoi systématique d'un courrier au médecin traitant quand le patient décède dans les murs. Et ça, c'est vrai que c'était pas systématisé. Donc, c'est le seul axe d'amélioration qu'on a retenu à la suite de la visite de certification. Et la deuxième partie de question, quelle organisation de la médiation extérieure dans le cadre de la gestion des conflits interprofessionnels? Alors ça, c'est une question qui revient assez facilement à la gestion des conflits. Est-ce que les pros connaissent la médiation? Alors c'est des choses qu'on avait aussi évoquées en préparation. Nous, on leur avait dit, bah voilà, la question c'était, bah, qu'est-ce qui est fait dans l'établissement quand il y a un conflit? Alors la réponse des professionnels, c'est souvent, bah, on tape à la porte du cadre, c'est géré en interne, on voit en équipe comment on peut gérer. En effet, c'est ce qui se fait. On leur a donné un petit peu le petit plus, c'était de dire, bah là, on fait le lien avec la médecine du travail, puisqu'on peut toujours solliciter la médecine du travail dans le cadre de conflits, mais aujourd'hui, on n'a pas de médiation non plus mise en place. Mais ça n'a pas été, voilà, ça nous a pas valu de remarques particulières, ça a suffi. Et la stérilisation, on n'a pas de stérilisation dans l'établissement. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Ah, sérialisation. Alors, il faut m'éclairer, je ne sais pas ce qu'est la sérialisation. Nous, elle est juste faite au CH du Quesnoy pour les médicaments, mais pas chez nous. Mais je vois que le mot, il a été corrigé, sérialisation. Oui, c'est quand le CH du Quesnoy flash en fait toutes les boîtes de médicaments qu'ils reçoivent ou qu'ils font venir vers nous. Mais nous, à notre niveau, on n'a rien. Bonjour Marie, Madame Joannès. Bonjour. J'en profite. Un peu d'enfort. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce retour très complet. Merci à vous. Je pense qu'il va permettre aux établissements présents de prendre quelques exemples sur la préparation et puis voir un petit peu ce qui a été demandé en visite. C'est toujours intéressant aussi, même pour nous. Hein, il y a l'équipe, il y a Noël et Natacha qui sommes là également, nous permettent d'ajuster aussi nos accompagnements en fonction des retours que vous avez également des visites de certification. Un grand merci à vous, un grand bravo également. Merci pour un grand bravo également à tous les professionnels parce que franchement, c'était un plaisir de venir vous accompagner. Les professionnels étaient vraiment très dynamiques, à l'écoute.
On savait que voilà, si on revenait quelques semaines après, il y a même des professionnels qui nous disaient mais on a quelques questions. Enfin voilà, ils ont vraiment pris vraiment pris l'assertif avec sérieux et c'était vraiment vraiment top. Alors j'ai Cynthia de l'Omédite qui a levé la main. Oui, bonjour à tous. Ça va, Bonjour Madame Cynthia? Matusewski, bonjour à Bonjour. l'équipe de l'ADAPT. J'avais une petite question en rapport aux suites de notre accompagnement. Est-ce que vous avez pu déployer la conciliation au final ou pas? Est-ce que c'est un projet qui va pouvoir être réalisé? Parce que c'est vrai que bon, avec une convention avec une PUI extérieure et un lab, comme vous l'avez dit, qui n'était pas forcément fait pour au départ, ça faisait partie des points qui nous inquiétaient avec la nouvelle version du manuel de certification. Qu'est-ce qui a Il été y a, changé? il y a encore des freins, en fait. Le principal frein, c'est le temps pharmacien disponible avec la PUI avec laquelle on travaille pour qu'ils puissent, eux, prendre la main sur cette conciliation médicamenteuse. Parce qu'il a quand même été souligné, en effet, que elle appartient quand même aux pharmaciens, puisque nous, on avait tenté de dire que ça pouvait être fait en intra avec les recueils de sources par les médecins, par les infirmiers, mais il faut quand même ce passage obligé par le pharmacien. Et c'est vrai que voilà, la gestion du temps, c'est ça qui manque. Mais en tout cas, on ne lâche pas parce que c'est quand même un indispensable et un incontournable pour améliorer la prise en charge du patient. Très bien. C'est vrai qu'il y avait un gros travail sur la partie analyse Oui, pharmaceutique de votre oui, oui, oui. établissement, donc la grosse priorité avait été mise là, mais on se posait la question. Bon, après, vous avez subi la première version, voilà, la première visite tout au début du Mm. déploiement de ce manuel, donc vous avez pas particulièrement senti les experts visiteurs à ce moment-là très attachés par rapport en fait aux différentes actions de pharmacie clinique ou vraiment avec une volonté de vouloir déployer en priorisant un certain nombre de patients ou pas? Ouais, alors après, on n'a pas triché, hein. On a dit aussi que le travail y démarrait. On a montré les différents échanges que l'on avait, les comptes rendus, le travail qui avait été mené jusqu'à octobre. Mais enfin, là, on était honnête en disant, bah oui, on le sait bien, on n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de patients conciliés par rapport à nous, ce que l'on veut, même si on a défini une cohorte de patients. Donc, bon, il n'y a pas eu plus d'échanges, puisque là, pour le coup, on était en phase de dire, bah oui, on est partiellement à l'attendu, c'est-à-dire que on a un process, on est tous d'accord, on y va, on commence à travailler, mais par contre, le résultat, il n'est pas encore là. Voilà. D'accord. Merci. Et il y a une dernière question, je vois, sur est-ce vous a été demandé d'alimenter le DMP des patients, par exemple, les comptes rendus de consultation externe? Non, pas du tout. Uniquement la lettre de liaison, c'est la seule chose qui est demandée. Pour répondre à la dernière question, c'est celui qui émet qui est censé alimenter le DMP. Donc, vous n'avez à alimenter le DMP que par les documents qui sont émis par votre propre service. Donc, c'est aux consultations externes de radiologie d'envoyer leur compte-rendu dans le DMP du patient. Merci beaucoup. Encore merci Madame Matuszewski, Merci. puis l'équipe de Biastre, Madame Joannès et Marion pour ce retour d'expérience. Un bravo à toute l'équipe et puis on vous donnera rendez-vous en septembre. La date vient de tomber ce matin. On va faire un retour d'expérience le 28 septembre. Donc là, c'est pour le coup pour la polyclinique de Riaumont et la polyclinique d'Hénin-Beaumont également. Merci à tous. Merci pour votre Bonne présence. journée. Au Bon revoir. appétit. Merci. Merci.